Bienvenue à tous et à toutes. Merci de participer à cet atelier qui est un petit peu tard. Donc c'est vendredi, il est 17h. C'est un peu dur d'aborder l'immeuble face à la transition énergétique à cette heure-là, mais on a bon espoir de vous intéresser pendant toute l'heure et demie que doit durer cet atelier. Donc, c'est un atelier qui est animé par deux commissions de la CE, la commission immobilier que Julien et moi, Julien Préjean et moi-même coprésidons, qui est une commission qui est assez active, qui organise plusieurs, cette année étant un peu à part, mais autrement, on organise de 4 à 5 sessions de formation pendant l'année, plus un atelier sur les baux commerciaux qui se tiendra cette année, le 24 novembre prochain. Donc, vous aurez toutes les informations utiles pour ceux qui sont intéressés par le droit immobilier. Voilà pour la commission immobilier. Vous venez présenter sa commission. Oui, bonjour à tous. En fait, voilà, je présente donc la commission droit de l'économie responsable et de la transition énergétique. C'est le nouveau titre 2020 de la FEU commission droit de l'environnement que nous animons donc depuis cette année. Et on anime cet atelier donc en présence de donc Jessica Jacobi-Coali qui nous fait l'extrême honneur d'être présente avec nous et qui représente l'agence parisienne du climat et qui va nous expliquer, nous présenter les problématiques liées, les problématiques totalement d'actualité relatives à la gestion des immeubles et leur évolution au regard de la transition énergétique. Et nous déclinerons également cette problématique avec Evgenia Devankanin, qui est notre confrère, qui nous parlera du traitement des déchets au niveau uniquement de l'immeuble, parce que c'est un vaste sujet. Voilà pour notre commission, et j'aurai le plaisir à la fin de cette intervention, de cet atelier, vous présenter le programme de notre commission pour l'année à venir. Voilà. Jessica, comme convenu, on vous donne la parole et on vous expliquez-nous et quelle est la vision donc de votre agence et les problématiques que traite votre agence par rapport à notre sujet du jour. Merci beaucoup, merci de nous avoir proposé de participer à cet atelier. Donc Jessica Jacobi-Coali, je suis en charge de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc l'agence, on est une association, nous avons été créés à l'initiative de la ville de Paris pour contribuer, accompagner la mise en œuvre du plan climat, air, énergie de la ville. Donc voilà, c'est un vaste sujet. On existe depuis 2011. On traite à la fois toute la partie changement climatique, déchets, rafraîchissement urbain. On va également sur les volets comme la végétalisation, les problèmes, en tout cas vachement d'actualité, donc sur la mobilité et également la rénovation énergétique du bâti parisien. Actuellement, pour un peu poser le cadre et qu'on sache de quoi on parle, il existe 43 000, actuellement sur Paris, il y a environ 43 000 copropriétés, soit un peu plus d'1,2 million de logements. Et le plan climat-énergie de la ville, pour l'atteindre d'ici 2050, on vise une ville neutre en carbone, une ville voilà, avec les 1,1 million de logements rénovés et niveau BBC, donc bâtiment basse consommation. Actuellement, on en est très loin. Effectivement, comme tous les plans climat, que ce soit métropolitain ou parisien, pour atteindre ce type d'objectif, il faudrait qu'on soit aux alentours de 1450 copropriétés rénovées par an, ce qui est énorme. Rien que sur Paris, on a créé en 2013 donc un outil, une plateforme web qui s'appelle le Coach CoPro. Donc c'est une plateforme web à destination des copropriétaires, une plateforme gratuite, neutre et indépendante, et qui a pour but d'accompagner, d'informer les copropriétaires dans leur projet de rénovation énergétique. En parallèle de cette plateforme web, on a également mis à disposition un annuaire de professionnels dans lequel on retrouve tous ceux qui sont à même d'intervenir sur un projet de rénovation énergétique. Donc, ça passe par l'architecte, le bureau d'études, l'entreprise de travaux, ventilation, etc. Et à travers cet accompagnement, on essaie de faire en sorte que les copropriétaires aient le maximum d'informations afin de faciliter, on va dire, le passage à l'acte. Nous, ce que l'on fait à l'échelle de Paris, donc on est une agence au cadre de l'énergie,
on intervient à l'échelle de Paris. On a également des collègues qui interviennent à l'échelle de la métropole. Donc, par exemple, sur le territoire du 94, on a le CAUE 94, MVE qui intervient sur le territoire du 92 et le 93 et 94, pardon. Donc, toutes ces agences également font exactement le même travail que nous à l'Agence parisienne du climat, mais sur d'autres territoires. On travaille tous ensemble. On organise un certain nombre d'événements tout au long de l'année afin d'aider les copropriétaires et qu'ils aient le maximum d'informations. Et c'est ce qui fait un peu sourire parce qu'on pourrait penser que finalement, les avocats n'interviennent pas dans ce type de sujet, en tout cas auprès de nous, et bien au contraire, on a organisé plusieurs événements et on fait intervenir également des avocats, notamment sur le sujet de surélévation, qui permet à nos copropriétaires d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir se lancer dans un projet de surélévation, comprendre les droits de cession, comment ça se passe, voilà, et être mieux orienté afin de répondre à l'ensemble de ces enjeux. Et pour finir, ce que je pourrais quand même vous dire au sujet de l'agence, et puis pour les professionnels qui nous regardent, on est 25, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a 5 conseillers qui travaillent au quotidien avec des copropriétaires et on sort un certain nombre d'études. Donc là, il y a une étude qui va sortir sur l'installation des bornes de recharge. Et on a aussi sur une étude sur le fuel. Donc voilà, il y a tout un groupe qui travaille notamment sur le décryptage des politiques publiques. Et donc vous, en tant qu'avocat et toute la partie juridique, vous êtes vraiment un élément essentiel également pour nous en appui, déjà en termes de connaissances qu'on n'a pas, mais également pour les copropriétaires qu'on oriente assez régulièrement finalement en fonction des cas vers des professionnels, des avocats comme vous qui interviennent sur la copropriété. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement, comme ça, un peu sans slide, pour poser un peu le cadre de ce qu'on fait à l'Agence parisienne du climat. Merci Jessica. Une question, le problème qui se pose souvent pour les copropriétés, c'est le financement de ces travaux. Comment aider les copropriétaires et comment résoudre cette équation au plan financier? Alors oui, effectivement, c'est un problème qu'on rencontre souvent parce qu'en moyenne, lorsqu'une copropriété, donc j'ai une copropriété d'un peu plus de 50 lots, décide de s'engager sur un projet de rénovation énergétique à l'échelle globale, donc j'entends plusieurs postes de travaux, la toiture, la façade, changement de chaudière si chauffage collectif, revoir la ventilation, etc., se pose le problème de financement. On a actuellement plusieurs acteurs qui interviennent dans cette phase. Il y a énormément d'aides disponibles. Donc nous, on est là pour donner un premier niveau d'information, à savoir l'ensemble des aides disponibles, comment les mobiliser, et par la suite, on oriente vers les professionnels comme les opérateurs de l'ANA ou des ingénieurs financiers qui vont vraiment faire un calcul plus précis par lot du montant du reste à charge par lot et par copropriétaire. Donc, on informe sur les aides financières, mais après, on passe quand même la main à nos collègues qui, eux, ils sont vraiment sur la partie ingénierie financière et les opérateurs qui peuvent, eux, déposer des dossiers pour les copropriétaires. Très bien. D'autres questions? Je transmets la parole aux intervenants, s'il y en a. Non. Merci. Jessica, vous reprendrez la parole peut-être ensuite, non, sur la suite du propos, si vous avez d'autres choses à compléter. Oui, Evgenia, vous reprenez la parole donc oui. Sur. Oui, je pense que c'est bienvenue. C'est le bon moment pour enchaîner sur les déchets de rénovation et de déconstruction, parce que qui dit travaux dit déchets. Pour planter un tout petit peu le décor, je voudrais quand même rappeler d'où vient cette obligation de gérer les déchets de construction et de déconstruction. Donc avant tout, c'est une obligation qui a été imposée par l'Europe, par nos parlementaires européens, à l'ensemble des États membres donc de l'Union européenne. La première directive qui a parlé des objectifs en matière de collecte, de gestion, de retraitement des déchets, de déconstruction et de reconstruction, c'est la directive de 2008. Donc elle nous a imposé des objectifs très précis. Pour ce qui concerne le bâtiment, l'objectif consiste aujourd'hui à collecter et gérer
recycler 70% de déchets de travaux de bâtiments, que ce soit des travaux de rénovation ou de déconstruction. Donc l'objectif devait être atteint en 2020 et globalement, donc je pense qu'on y est très proche. On y est très proche puisque les déchets de bâtiments sont des déchets souvent très volumineux mais aussi lourds et les objectifs sont décomptés en tonnage. Donc oui, en tonnage, on atteint plus ou moins le taux de 70% aujourd'hui en France et globalement en Europe sans grande difficulté. Ceci étant dit, il y a désormais un autre objectif qui est en vue, qui a été précisé par la directive de 2018, cette fois-ci, qui consiste à dire la chose suivante. Donc aujourd'hui, on est tous bons élèves, on collecte nos déchets, on essaie de les recycler, on y arrive plutôt bien. Faisons maintenant mieux et ne créons pas de déchets. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est essayer de récupérer le maximum de matériaux sur les chantiers de rénovation et de déconstruction pour les réemployer en l'état. Ça veut dire ne pas créer de déchets tout simplement et essayer de faire durer les objets qui nous entourent le plus longtemps possible. Donc la directive étant toute nouvelle, elle date de 2018. L'objectif qui a été posé devra être bientôt fixé, il n'est pas encore fixé, et on prévoit une échéance plus ou moins à l'année 2024 pour qu'il y ait un objectif chiffré. Donc en France, on n'a pas attendu l'année 2024, on y est allé bien plus tôt et vous avez certainement tous entendu parler de la loi de février 2020 qui s'appelle la loi AGEC, qui a donc introduit un certain nombre de dispositions qui permettent dès aujourd'hui, de travailler sur ce futur objectif de réemploi en matière de déchets de bâtiments. Donc qu'est-ce que c'est déjà le réemploi? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une manière d'éviter à ce que le déchet existe. Ça veut dire que on se déplace sur le chantier, on essaye de faire un diagnostic en amont permettant de voir qu'est-ce qui peut exactement être enlevé du bâtiment avant même que le déchet se crée, qu'est-ce qui peut être employé et dans quelle filière. Donc la loi AGEC prévoit que ce diagnostic devient obligatoire pour des chantiers certes d'une certaine taille qui n'a pas encore été fixé, mais qu'il y ait un diagnostic amont permettant de voir avant même que la démolition ne commence qu'est-ce qui peut être enlevé et qu'est-ce qui peut être réemployé. Donc la même loi AGEC va un tout petit peu plus loin et propose d'encourager ce réemploi de différentes autres manières. Donc la première consiste à imposer aux metteurs sur le marché des matériaux de construction de s'organiser pour enlever gratuitement tous les déchets du bâtiment. Donc tous les déchets du bâtiment, oui, c'est une bonne chose, mais faut-il encore que ça soit trié? Donc il y aura une obligation de tri si on veut bénéficier de cette gratuité d'enlèvement. Donc il suffira de trier correctement, de répartir dans les bonnes bennes tout ce qui est verre à part, tout ce qui est béton à part, tout ce qui est matériaux ferreux et non ferreux à part, pour que un responsable de la filière de reprise vienne enlever ces déchets gratuitement. Donc il y a d'autres mesures. Par exemple, il y a une mesure qui oblige aujourd'hui les acheteurs publics qui lancent des marchés publics de construction à privilégier les entreprises qui proposent des matériaux de réemploi. Donc, on ne pourra plus participer dans un marché public de construction sans proposer des matériaux repris sur des chantiers. Il y a une autre mesure d'encouragement qui consiste à proposer aux associations et aux sociétés d'économie sociale de se lancer dans cette récupération de matériaux. Et pour cela, les collectivités territoriales vont devoir mettre des espaces gratuits afin qu'il puisse y avoir une collecte et une offre de reprise des matériaux de réemploi issus des travaux de bâtiments. Donc il y a tout un tas de mesures qui favorisent le réemploi de nos déchets de bâtiments. La vraie difficulté aujourd'hui est purement juridique, puisque un réemploi veut dire qu'il y a un matériau qui a déjà servi pendant un certain nombre d'années qui va se retrouver sur un autre bâtiment.
La question est qui va être responsable si jamais ce matériau fait défaut. La question est très complexe puisque si c'était un matériau neuf, on n'aurait jamais eu ce souci. On sait qui est son fabricant, on sait depuis quand ce matériau est sur le marché, il y a des garanties particulières propres à ce matériau et le fabricant en répond. En matière de réemploi, ce n'est plus du tout la même histoire, puisque le fabricant ne peut pas savoir dans quelle situation son matériau a servi au préalable. Il ne sait pas si elle a été bien entretenue, bien traitée. Il ne sait pas non plus forcément à quel moment il a été placé sur un bâtiment, donc il ne peut plus en répondre. Donc on a une vraie difficulté aujourd'hui de savoir qui répond d'un objet réemployé. Cette difficulté reporte la responsabilité automatiquement sur le maître d'œuvre. Donc le maître d'œuvre, à savoir l'entreprise qui décide de choisir un matériau réemployé, devra aujourd'hui s'engager sur le fait que son matériau est conforme et ne produira pas d'incidents, d'écroulement et ainsi de suite. Donc techniquement, ça nous limite à réemployer uniquement les objets non structurels. Donc typiquement les portes, les planchers, donc tout ce qui peut être facilement réemployé et tout ce qui ne met pas en danger la structure même du bâtiment. Donc on voit bien où sont aujourd'hui les opportunités et on voit bien aussi où sont les limites du réemploi. Néanmoins, je pense sincèrement que c'est une opportunité, ça créera énormément d'emplois et je pense que les filières de réemploi vont avoir un bel avenir devant nous. Donc voilà. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Avec le micro, pardon. Merci. Donc, je disais, Evgenia, pour ce sujet d'actualité passionnant. Je disais, pour avoir vu il y a 2-3 jours un reportage aux 20h sur le réemploi justement par une entreprise notamment dans le sud de la France qui se sert des gros blocs, enfin des déchets de la construction pour justement les retraiter, les réemployer donc sous une autre forme dans le cadre de nouvelles constructions. Et effectivement, on imagine mal comment peut s'appliquer la problématique de la garantie dans ce cas-là, puisqu'on refait une nouvelle poussière, une nouvelle matière première. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet, ce problème de garantie. Julien, vous allez nous expliquer, prendre le relais pour nous sur les problématiques en matière tertiaire. Oui, vous m'entendez ? Oui, merci. Vous m'entendez ? Alors voilà, oui. Donc, je vais dire 2 mots aujourd'hui sur la question de la réduction de la consommation d'énergie finale dans le tertiaire, notamment de l'influence de ces nouveaux objectifs dans les relations bailleurs et locataires. Alors, pour refaire un petit historique sans être trop fastidieux, on peut remonter à la loi du 12 juillet 2010, des Grenelle 2, qui avait créé un nouvel article dans le Code de la construction, S11-10-3, qui prévoyait des l'amélioration de la performance énergétique peut être réalisée dans les bâtiments existants à usage tertiaire, dans lesquels s'exerce une activité de service public dans 1 an, au plus tard, à la fin de l'année 2019. On était en 2010. À cette époque, déjà, les fédérations de locataires étaient un peu émues de l'impact que peut avoir cette législation sur leurs obligations, y compris en matière de bail commercial. Le plus souvent, les bailleurs, en tout cas dans les centres commerciaux et les tertiaires, transfèrent aux preneurs la charge des travaux, notamment les travaux de mise en conformité. Le risque était déjà à cette époque que le locataire ait à payer toute cette rénovation énergétique. Ensuite, le deuxième pas a été franchi par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, qui a un peu précisé les objectifs, c'est-à-dire en les fixant par période de 10 ans, sur une période entre 2020 et 2050, pour essayer de faire en sorte que les bâtiments diminuent leur consommation d'énergie finale à hauteur de 60%. Un troisième pas a été constitué par la loi Elan du 23 novembre 2018, où là, l'objectif est affiné, c'est-à-dire que avant 2030, la consommation d'énergie finale doit être réduite de 40%, 50% en 2040,
60% en 2050 par rapport à 2010. C'est ajouté avec la loi Elan un objectif également de décarbonisation. Alors, ce texte est très compliqué, donc il commence à prévoir les modalités de calcul de cette réduction. Il instaure déjà la dérogation en fonction des contraintes techniques, architecturales, de l'activité dans les locaux, ou bien du coût qui serait disproportionné si on mettait en place les travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors, à ce stade, on n'a pas été vraiment abordé la question de savoir qui devait payer, mais le texte envisage que c'est le propriétaire et, le cas échéant, les preneurs à bail. Donc, la question du fait que les preneurs soient débiteurs se pose, et le texte précise en fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Donc, le premier enseignement de ces textes, qui ne prévoit pas une répartition entre bailleurs et preneurs, mais c'est que les parties ont intérêt à prévoir dans leur contrat qui va payer. Alors, c'est bien pour les futurs contrats, pour les baux qui seront conclus à partir de maintenant. C'est plus problématique pour les baux anciens, puisque, évidemment, cette législation n'a pas été nécessairement anticipée, si ce n'est à travers des clauses qui transfèrent aux preneurs le coût des travaux de mise en conformité, à condition qu'on puisse accepter que, alors même que cette obligation n'existait pas, le preneur s'était engagé à la prendre en charge. Également, ce texte, sans rentrer dans le détail, prévoit une coopération entre le bailleur et le preneur sur la transmission d'informations et sur les actions à mener pour réduire la consommation d'énergie finale, mais également pour les informations qui vont être transmises tant au moment de l'élaboration des actions que pendant toute la durée, des 30 ans, pour savoir si l'immeuble atteint ses objectifs. Donc là encore, il va falloir prévoir dans les baux des clauses qui organisent cette coopération entre le bailleur et le preneur. Alors, une curiosité dans le texte, c'est qu'il ne prévoit pas du tout le cas des immeubles en copropriété. Ce qui est quand même curieux parce que c'est la majeure partie des immeubles à Paris, même en matière de locaux commerciaux, parce que ça arrive que des centres commerciaux, par exemple, soient en copropriété. Je peux juste noter que dans l'arrêté, je reviendrai sur cet arrêté qui a été publié cette année, le propriétaire est défini en cas de copropriété comme le syndicat des copropriétaires. Donc là, vous allez avoir encore une difficulté qui va s'ajouter, puisque à la question de savoir comment vont s'organiser la mise en place de ces actions entre un bailleur et preneur, vous allez rajouter un niveau qui est le niveau du syndicat des copropriétaires avec le syndic, et il va falloir que ces trois personnes se parlent et coopèrent pour aboutir au résultat escompté. Enfin, pour les praticiens des baux commerciaux, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que désormais, à titre d'information, devra être annexé aux baux commerciaux l'évaluation du respect de l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale. Une petite précision, l'ordonnance du 29 janvier 2020 qui a recodifié le code de la construction a transféré les dispositions de cet article L111-10-3 du code de la construction dans l'article L74-1, sans en modifier ou très peu le contenu. Alors, le 23 juillet 2019 a été pris le décret d'application de ce nouveau texte. Il a créé une nouvelle section dans le code de la construction et de l'habitation. C'est les articles R131-38 et R131-50. Ses principaux apports, de manière très synthétique, parce que là encore, on est face à une législation très complexe. Il précise le secteur concerné, donc le secteur tertiaire, puisqu'on peut se poser la question de savoir ce que recouvrait cette notion. Alors, c'est précisé, c'est les activités marchandes et non marchandes. Alors, je suis allé voir, selon l'INSEE, ce que c'est que le secteur tertiaire. C'est s'étend du commerce et de l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et aux services aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale. Donc, ça peut être tant les activités, des immeubles qui abritent des activités commerciales, que des immeubles qui abritent des activités plutôt de type service public. Sont assujettis à ces obligations les propriétaires, et le texte précise encore les preneurs à bail, de bâtiments, de parties de bâtiments qui hébergent des activités tertiaires sur une surface supérieure à 1000 m². Donc, c'est seulement pour ces bâtiments, quand on a plus de 1000 m² exploités pour une activité tertiaire, que ces obligations s'imposeront. Les exclusions sont prévues, notamment les lieux de culte et les activités opérationnelles à des fins de défense. Vous avez toute une énumération. Il est renvoyé un arrêté pour les modalités de calcul de la consommation énergétique. Là, c'est très complexe, scientifique. Et les actions sont précisées, c'est-à-dire quelles vont être les actions pour réduire la consommation finale d'un bâtiment. Alors, elles sont les suivantes. Les actions de performance énergétique des bâtiments. Donc, on imagine l'intervention directement sur le bâti en lui-même. Madame Jacobi-Coali doit bien connaître ça.
Vous avez aussi des interventions sur les équipements. Alors, on parle d'équipements performants et dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements. Donc, on peut imaginer les systèmes de chauffage qui ont des consommations réduites, l'éclairage, des consommations électriques de manière générale, les modalités d'exploitation de ces équipements et l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants. Le comportement des occupants tient aussi une place importante dans la poursuite de ces objectifs. Il faudra là encore prévoir entre bailleurs et preneurs comment, puisque c'est le preneur concrètement qui occupe les locaux, quels sont les comportements que le preneur devra adopter pour parvenir à ces objectifs. Alors, le décret apporte aussi des précisions sur la modulation de ces objectifs, je ne rentrerai pas dans le détail. Il prévoit aussi la mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de réduction de la consommation énergétique finale, on en parle beaucoup, c'est la plateforme Opérat, avec l'obligation de faire parvenir ces informations tous les ans par le bailleur et le preneur, encore une fois, selon les dispositions contractuelles. Donc là encore, il faudra prévoir dans les mots comment ça va s'organiser. Et puis, le décret prévoit également que le preneur et le bailleur doivent ensemble se communiquer mutuellement les informations nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors, des sanctions sont prévues par ce décret, elles sont intéressantes, c'est-à-dire que si vous ne faites pas les déclarations annuelles, il y aura une sanction qui consiste en la publication sur un site internet des services de l'État du document retraçant les mises en demeure restées sans effet. C'est un peu la technique du name and shame, c'est-à-dire qu'on affiche le mauvais élève. Et puis, si les objectifs ne sont pas atteints, avant, il y a tout un mécanisme qui permet au préfet de mettre en demeure les personnes concernées d'agir. Et si elles n'agissent pas ou que les objectifs, les actions nécessaires ne sont pas menées, là, vous avez des amendes civiles, 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales. Alors, toute cette réglementation est suspendue à la prise d'arrêté. Il y a un premier arrêté qui a été publié, qu'on appelle l'arrêté d'e-méthode le 10 avril 2020, qui porte sur des questions méthodologiques. Il y a un arrêté qui est en cours d'élaboration, qui est actuellement consultable, on dit arrêté valeur absolue 1, et qui modifie le premier arrêté. Et puis enfin, un troisième arrêté qui doit être pris avant la fin de l'année. Ça devait être pris avant, en raison du Covid, du retard a été pris. Alors, en résumé, sur les baux commerciaux et puis cette législation, il faut intégrer dans les baux portant sur les immeubles qui sont soumis à cette obligation de réduction de la consommation d'énergie finale des clauses relatives aux modalités de coopération entre le bailleur et le preneur, voire avec le syndicat des copropriétaires quand on est en copropriété, tant pour l'élaboration du programme d'action que pour la mise en œuvre de ce dernier et l'échange des informations, ainsi que la répartition entre les parties, bailleurs et preneurs, et ça va être un peu le nerf de la guerre, la répartition du coût de ces actions. Voilà. Alors, je me permets, Julien, parce que cette réglementation qui est assez récente et évolutive, on voit ça se fait par strat, ça se fait par texte qui viennent superposer les uns avec les autres. Est-ce que les bien maîtrisés par les bailleurs et par les locataires? Excuse-moi Marie, on n'entend pas très bien. On n'entend pas très bien Marie, ta question. On n'entend pas très bien ta question, tu peux la reposer? Je demandais si les bailleurs et les locataires qui sont soumis à cette réglementation étaient bien informés de l'existence de cette réglementation, parce qu'on lit assez peu de choses dessus. Et on voit pourtant qu'il y a une opération, enfin tout un axe de communication, de devoir de coopération. Et est-ce que toi, tu as déjà eu à l'intégrer dans les mots que tu as cité, d'ailleurs, pour un locataire, la rédaction et la législation, comment ça se passe? Conscient de l'impact de cette législation sur la rédaction des baux. Et j'ai rédigé des cours qui permettent de rédiger pour prévoir un peu la manière dont seulement dans des immeubles en monopropriété, donc j'ai pas eu encore à le faire pour la fin de propriété qui complique les choses. Et c'est très compliqué à rédiger en réalité parce que c'est un aspect technique qu'il faut maîtriser et qu'on ne maîtrise pas forcément en tant qu'avocat. C'est-à-dire concrètement comment ça va se passer, il va falloir faire un audit énergétique, qui va le payer, comment le locataire va participer à la création de cette audit. Ensuite, il va falloir mettre en œuvre des actions, donc comment mise en œuvre des actions. Il y a tout un process qui est très précis. Donc, la première chose, c'est d'abord concrètement de déterminer quel va être ce process et ensuite de faire une traduction juridique, pour savoir comment les parties vont s'organiser.
Ça veut dire que bailleurs ou locataires doivent être assistés non seulement de leur conseil d'un avocat, mais également d'experts en cette matière Voilà, des bureaux des d'études. bureaux d'études qui vont les assister sur la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation et de ces nouvelles réglementations. On fait correctement autre chose, oui. Oui, c'est un certain Oui. Oui. Denis, tu as des questions ou d'autres d'ailleurs, Evgenia ou Madame Jacobi-Coali? Ou nos participants. Oui, alors moi, c'est peut-être pas tant une question. Alors, vous m'entendez bien ou pas, toujours? Parfait. Ok, super. Non, c'était pas tant une question, mais aussi c'était pour asseoir un peu vos propos, parce que ce qu'on retrouve parfois chez les bailleurs, c'est également le cas en copropriété avec le syndicat des copropriétaires. On travaille avec les gestionnaires de copropriété qui sont finalement, et même pour vous, hein, j'imagine ceux qui gèrent tous ces parcs, sont vraiment incontournables dans des projets de rénovation et même en amont, parce que le process voudrait que une copropriété soit bien au fait de l'ensemble des réglementations, notamment je pense à l'audit énergétique ou l'audit réglementaire qui est obligatoire pour les copropriétés de plus de 50 lots en chauffage collectif. On retrouve encore des copropriétés qui n'ont pas fait, ou l'obligation de mettre au DTG, de mettre à l'ordre du jour le diagnostic technique global. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire de le voter, mais au moins ça doit être mis à l'ordre du jour en AG. Et de faire, ce que je vais faire par là, c'est que pour l'ensemble de ces diagnostics et pour l'audit réglementaire, il est important qu'il y ait bien en amont une phase de communication, d'affichage, d'information, à la fois pour les locataires dans votre cas ou pour les copropriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants, bien en amont du projet. Et ça fait aussi partie du rôle de nos structures de communiquer, d'essayer de, je sais pas ce qu'on veut dire, vulgariser au maximum auprès de ce public qui est finalement non sachant sur toute cette partie réglementaire, obligation, en quoi ça consiste, combien ça va coûter, est-ce qu'il y a des subventions ou non. Voilà, communiquer, y aller étape par étape, notamment quand on est face à des locataires pour qu'ils comprennent aussi que eux aussi ils ont leur rôle à jouer dans cette rénovation, dans cet audit, parce qu'ils seront finalement, comme ils habitent tout au long de l'année, ils sont dans leur logement tout au long de l'année, ce sont eux qui sont confrontés s'il fait froid, s'il y a un problème d'humidité ou d'autres facteurs. Donc voilà, communiquer avec ces acteurs bien en amont et tout au long du projet. Merci à tous. Julien? Oui, une petite question à Mme Jacobi-Coali. Est-ce que vous demandez aux occupants des immeubles d'avoir des comportements qui visent à réduire les consommations d'énergie finale des bâtiments? Exactement, oui, on le fait et on le fait finalement, il y a deux entrées possibles. Soit c'est lorsqu'on travaille par exemple avec un bailleur, on rentre dans le cadre d'ateliers éco-gestes, où là on explique comment économiser, faire des économies d'énergie au sein de son logement. Donc ça aussi, ça fonctionne plutôt pas mal avec les copropriétaires parce qu'ils vivent, ils ont des charges et puis s'ils peuvent réduire aussi la facture au sein de leur logement, c'est l'occasion. Donc on organise des ateliers éco-gestes et vous aviez parlé tout à l'heure de comportement. Vous avez parlé de comportement au sein de son logement. Finalement, on se rend compte qu'une copropriété qui avait sur le papier, lors du diagnostic, moins 25% ou moins 35%, et qui a effectué effectivement ces travaux, derrière, il faut apprendre à vivre dans son logement. Il faut apprendre à vivre, à s'adapter à ce nouvel immeuble. Donc là, on arrive aussi sur cette phase après travaux où on explique comment, qu'est-ce qui a changé dans l'immeuble, les matériaux qui sont plus performants, parce qu'on a parlé de réglementation, et puis pour avoir aussi accès au financement, il faut respecter un certain niveau de performance, notamment je pense aux chaudières à condensation à mettre en place, au niveau de règlement énergétique. Et donc après, on est également là pour faire des ateliers, pour expliquer ce qui a changé dans la copropriété, ce qui est plus performant et dorénavant comment vivre dans son logement et dans l'immeuble. Merci Jessica. Oui, une question. Comment intervient là, au-delà du rôle de conseil, d'information de l'agence? Est-ce que vous intervenez directement auprès de copropriétés ou plutôt vous communiquez au travers des meetings ou de l'information et c'est les copropriétés qui viennent à vous? Est-ce que alors il y a plusieurs biais effectivement d'entrée. Il y a le biais via le site faire.fr de l'ADEME.
donc faire pour faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique. Je pense que vous avez peut-être tous vu à la télé la campagne de publicité de l'ADEME où il y a quelqu'un qui est complètement couvert dans son logement. Donc il y a des gens qui nous appellent. Donc là, on a des permanences téléphoniques. On a une communication via la ville de Paris également sur ce qu'on peut proposer. Et lorsqu'on suit des copropriétés au sein de notre portefeuille, nos conseillers se déplacent en amont des AG, en AG, pour expliquer un peu le projet de la copropriété et comment ils peuvent être accompagnés. Merci. D'autres questions? Non. Bien. Je ne sais pas si on va tenir 1h30 comme le disait Marine. Je crois que le plus important c'est le contenu et pas la durée. Ce que moi je vous propose, Marine, tu peux peut-être en profiter. C'est l'occasion de présenter les travaux et les projets de la commission immobilier pour les semaines et mois à venir. C'est l'occasion de faire la promotion de ta commission ou de votre commission, pardon. Alors, comme je le disais en introduction, la commission immobilier se réunit à plusieurs reprises durant l'année sous forme de commission, session de formation de 2 heures en général sur le premier semestre. Là, on l'a décalé un petit peu sur le deuxième semestre. Donc, on a fait il n'y a pas longtemps une session de formation sur la responsabilité des constructeurs et l'assurance. L'actualité jurisprudentielle, c'était le 8 octobre dernier. Nous tenons aujourd'hui cet atelier avec toi, Denis, et nous réjouissons ce partenariat. Le 24 novembre prochain, nous tenons sous une chambre réduite et digitale uniquement cette année, mais des beaux commerciaux. Et nous allons faire les annonces très prochainement. Nous sommes en train de finaliser le sujet et les engagements. Pour ceux qui l'intéressent dans les prochains jours. Et début décembre, il y a également une mission sur les baux commerciaux et sur la thématique du loyer en développement. Voilà. Donc ça, c'est pour la fin de l'année 2020. Sur l'année 2021, je pense qu'on va reprendre un cycle un tout petit peu plus, entre guillemets, normal, si l'actualité sanitaire nous le permet. De réunions. C'est vrai que maintenant, on a pris le pied du digital, même si on adore avoir les gens en face de nous. Quand ça n'est pas possible, le digital prend le relais et ça nous permet quand même de tenir des événements comme le congrès de la CE qui se tient merveilleusement bien depuis 2 jours. Et un grand bravo à tous les organisateurs et les participants ici qui ne font que de formation numérique. Et c'est vrai que c'est frustrant de ne pas voir et de ne pas pouvoir échanger avec les personnes, mais c'est un moindre mal et on a la chance de pouvoir quand même échanger et se former dans ce cadre-là. Encore une fois, un grand merci à tout le monde. Donc, l'année prochaine, nous aurons certainement une commission en premier semestre sur le droit à la copropriété, puisqu'il a énormément évolué en 2018, 2019, 2020, suite à la loi Elan. Donc, on fera certainement une revue des actualités législatives et peut-être un début d'actualité jurisprudentielle sur l'entrée des textes consécutifs à la loi Elan. Du bail commercial, puisque c'est une thématique qui intéresse beaucoup les confrères qui nous suivent, avec lesquels nous échangeons régulièrement. Donc, on n'a pas encore évoqué, mais je pense qu'il y aura très certainement un sujet sur le bail commercial et environnement abordé en 2021. On a toutes les problématiques les sites qui sont très prégnantes en matière de commerciaux. Et justement, l'actualité, oui, tout à fait. Et toujours une commission qui sera sur le droit de la construction, parce que c'est pareil, il y a souvent beaucoup d'actualités jurisprudentielles, peut-être des actualités législatives, on verra les trucs qui sont donnés, justement, au sujet des matériaux, sur les chantiers, il y a très vraisemblablement un sujet sur ces thématiques-là, et j'en parlerai avec Evgenia avec grand plaisir. Tu as des points à ajouter? Très bien, voilà pour la commission droit immobilier.
Ben, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est bien. Parfait, merci. En quelques mots, en quelques secondes, que je vous présente les prochaines initiatives de la commission, donc économie responsable et transition énergétique. À chaque fois, je me concentre sur l'intitulé de notre commission que nous avait proposé Anne-Sophie. Donc, nous avons commencé nos travaux en fait en début d'année 2020 et comme toutes les commissions, donc ils se sont interrompus jusqu'au mois de septembre. Nous avons repris donc sous forme de visio et le prochain projet un petit peu plus ambitieux, c'est d'organiser un séminaire qui se tiendra. Alors la date a été arrêtée le 5 mars 2021, justement sur la problématique de l'immeuble et la transition énergétique. Plus largement, on va l'intituler l'immeuble vert et on développera plus en détail les questions qu'on a évoquées aujourd'hui, mais également le problème de la végétalisation des toits, les problématiques beaucoup plus larges relatives, alors en deux grandes parties, la problématique de la rénovation et la problématique de la gestion de l'immeuble. Sur les deux thématiques, nous aurons donc des intervenants extérieurs à l'occasion de ce séminaire qui durera une demi-journée et on espère vous voir très nombreux. On communiquera d'ici là en fonction de l'évolution et du détail du programme qui est déjà bien avancé, mais on attend maintenant la confirmation des intervenants, enfin d'un certain. Voilà, on va communiquer et on espère vous voir très nombreux le 5 mars. En principe, si tout se passe bien, on devrait faire tenir ce séminaire au congrès, je sais pas, enfin à la maison de l'avocat, place Dauphine, dans l'amphithéâtre. Ça, c'est pour l'objectif à moyen terme. Entre-temps, donc, nous nous réunissons en visio pour l'instant selon une séquence de environ une fois par mois. La prochaine visio a lieu le 7 novembre et à cette occasion, outre donc la poursuite de la préparation de ce séminaire et des réflexions qu'il engendre, nous aurons le plaisir d'avoir une intervention de Isabelle Poitou, dont vous m'excuserez, je n'ai plus le titre, la qualification en tête, mais qui nous traitera de la problématique du traitement des déchets en mer et de l'évacuation des déchets en mer. Voilà, c'est un beau sujet et face à un problème vraiment de désolation auquel on a envie de remédier. Voilà pour les prochains et au fur et à mesure, donc tous les mois, on a un intervenant extérieur qui n'est pas uniquement un avocat. On aborde à la fois une problématique juridique et une problématique environnementale à l'occasion de nos tenues mensuelles qui se tiennent en général entre midi et 14h. On aura le plaisir et on a vivement le souhait qu'elle s'organise dorénavant autour d'un bon plateau repas comme on avait l'occasion de le faire auparavant dans la plus grande convivialité. Voilà pour notre commission, en espérant vous retrouver très nombreux à l'avenir autour de nous, puisque nous sommes partis très peu nombreux et nous commençons à être déjà un certain nombre, donc qui ne demandent qu'à croître. Voilà et j'en aurai terminé pour cette présentation. Je vois que nous n'avons pas de questions. Marine, tu veux un mot conclusif ? Oui, il y a un écho. J'allais interroger les participants pour savoir si certains avaient des questions sur les interventions de Madame Jacobi-Coali, d'Evgenia ou de Julien, ou des questions sur les programmes justement que nous venons d'annoncer pour les deux commissions qui organisent cet atelier. Mais je ne crois pas en avoir vu particulièrement. Non, bah écoutez, bravo, vos propos ont été très clairs. Exhaustif. Exhaustif, très clair, parfait. Eh bien, merci à tous. Merci Jacobi-Coali pour votre participation. Merci Eugenia. Merci Denis pour cette organisation et cette invitation de la commission immobilier à tes côtés. Et on ne t'entend pas, Denis. Et merci à tous. C'est un partenariat et merci à tous. Au plaisir de vous retrouver sur ces réflexions et
et dans la plus belle cohabitation. À bientôt. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Merci. À bientôt.